expliquer comment les manipulations diverses, finalement, permettaient de dériver ou de faire dériver la classe politique centrafricaine de son objectif de bien-être de la population. Oui, j'étais à dire qu'on ne vienne pas dire à l'international que ce sont les Centrafricains qui ont financé la Séléka. Nul politique n'est de capacité financière à lever tant de fonds pour acquérir des armes, regrouper 25 000 hommes, organiser. Donc le Tchad et le Soudan, c'est du fantasme. C'est clair et net. C'est dit. C'est dit et c'est incontesté. Qu'on ne vienne pas... Si vous voulez, vous avez... Vous permettez, s'il vous plaît, M. Marchal, oui, bien sûr. Le débat contracteur amène à respecter l'autre quand il a la parole. C'est le principe même de l'avocat. Allez-y, allez-y. Je viens à dire, dites-le-moi, le Tchad est au nord du Mali dans un cadre différent de celui d'une guerre d'occupation, d'asservissement, d'anéantissement, de reculturalisation de la Centrafrique. C'est de cela qu'il s'agit. Aujourd'hui, nous, au FROCA, nous avons fort longtemps, de par nos premières déclarations du mois d'août jusqu'à notre position qui est là, que j'ai tenue, mis à la disposition des conférenciers du sommet du 6 au 7 de ce mois de l'Élysée, pour dire ce mot centrafricain requiert un courage de nous, politiques centrafricains. D'accord, mais vous êtes en clair favorable au retour de M. Bozizé ou pas? Je suis en clair au retour et à l'application des accords de Libreville du 11 janvier 2013. Ces accords ont confirmé Bozizé jusqu'à la fin de son mandat, nommant Maître Tchangaï Premier ministre, Dotodia deuxième vice-premier ministre, où est passé le président des accords de Libreville. C'est sur ce fondement juridique qui existe aujourd'hui ce gouvernement. Alors, faisons... Roland Marchal, oui, le bilan de l'époque, François Bozizé. Oui, si vous voulez, deux choses. La première, c'est, si on regarde la Séléka aujourd'hui, c'est peut-être un peu moins de 20 000. Et si on regarde la Séléka au mois de mars, lorsqu'elle arrive aux portes de Bangui, c'est vraiment 3 000 maximum. Qu'est-ce qu'ils ont fait après? Ils se sont rendus compte qu'ils étaient des marginaux sociaux dans la société banguissoise. Ils ont donc recruté massivement, essentiellement des jeunes, qui étaient en fait les milices de François Bozizé. Donc ça a changé. Donc aujourd'hui, la Séléka est peut-être plus un mouvement chrétien, s'il faut encore une fois utiliser ces étiquettes, qu'un mouvement musulman. Mais ce qui est important, c'est de voir le déroulé de la crise, parce qu'on utilise les mêmes mots pour désigner un mouvement qui a profondément changé. La deuxième chose, c'est... moi, je suis effectivement, je pense qu'il est légitime, absolument légitime, de se poser des questions sur la politique du Tchad, la politique officielle et celle officieuse. Mais il faut quand même se rendre compte aussi d'une chose, là aussi dans le déroulé de la crise, c'est que 2003, c'est quand même François Bozizé qui arrive au pouvoir grâce, pratiquement dans les mêmes conditions, grâce à l'aide du même Idriss Déby. Alors qu'on nous explique comment... en 10 ans, Idriss Déby devient l'islamiste de service. Il faut quand même là-dessus être raisonnable. Mais donc il faut, vous permettez maintenant, je crois que... Et donc je crois qu'il faut là-dessus... je vous donne si la vous parole permettez, et ensuite à monsieur un instant. Et je crois qu'il faut faire cette analyse-là, c'est justement répondre à la question que vous venez de poser, c'est-à-dire essayer de comprendre pourquoi François Bozizé arrive au pouvoir de façon illégitime, puisque par un coup d'État soutenu par le Tchad et Manu Militari, et comment, d'une certaine façon, il est, pendant un certain moment, perçu par la communauté régionale et internationale comme la solution, une fois de plus, et comment il perd complètement la main, et je dirais qu'il la perd complètement au moment où il gagne, en 2011, des élections qu'il truque de façon fantastique. Et là, il y a, dans ce temps-là, vous avez toutes les explications qui font que en 2013, lorsque vous avez l'offensive de la Séléka, d'abord pour les accords de Libreville, puis ensuite dans Bangui, vous avez un accord international sur le fait que Bozizé doit partir. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ou demain, François Bozizé, s'il veut revenir, et j'espère qu'il reviendra en Centrafrique, le fera comme un citoyen. Pourquoi l'espérez-vous? Parce que je crois que c'est un signe de réconciliation nationale. Je crois pas que si vous voulez, l'exclusion d'opposants politiques, quelles que soient les erreurs qu'ils aient faites,
soit quelque chose de bon pour la construction d'un système politique qui soit un peu plus démocratique que celui qu'ont eu les Centrafricains depuis plusieurs décennies. Donc il faut savoir quelquefois pardonner, avec toutes les limites de cet exercice, mais je crois aussi que François... Il y a beaucoup à pardonner. Il y a beaucoup à pardonner. Il y a énormément à pardonner, et je crois qu'il y aura aussi énormément à pardonner à d'autres. Mais si vous voulez, la question qui se pose, c'est faut-il continuer les règlements de compte ou faut-il à un moment donné... et je vous dis, sans l'amnésie, c'est pas la justice, mais aussi il faut savoir regarder vers l'avenir. Il y a un pays qui est à reconstruire. On ne peut pas le reconstruire dans la division nationale. Alors, j'aimerais, avant de vous donner la parole, j'aimerais qu'on écoute un extrait d'une interview que le président français François Hollande a accordée à notre antenne et dans laquelle finalement il dévoile à demi-mot ce que peut être cette intervention, c'est-à-dire il est impossible de penser qu'elle soit uniquement humanitaire et à but, disons, strictement humaniste. On écoute François Hollande. Des responsables de la situation centrafricaine, il y en a beaucoup. Vous avez suffisamment de mémoire, vous, et de connaissance de ce pays, petit pays, l'un des plus pauvres du monde, pour savoir qu'il a longtemps défrayé la chronique africaine et parfois française. Je ne veux pas individualiser la responsabilité, mais vous avez raison. On ne peut pas laisser en place un président qui n'a rien pu faire, voire même à laisser faire. Jean-Jacques de Maffout, ça veut dire qu'il faut que Michel Djotodia parte, c'est ce que dit François Hollande. Oui, je pense que le président Djotodia lui-même a annoncé qu'il partira. Il a annoncé qu'il ne se présentera pas aux élections, d'abord. Ensuite, très récemment, pendant que je suis ici à Paris, je l'ai écouté dire qu'il accepte le principe même de faire des élections anticipées, c'est-à-dire même... avant 2015. Avant 2015. Ça suppose qu'il a accepté de partir. Et je crois que c'est là où je vous le dis, aujourd'hui, je pense que nous ne nous focalisons pas sur des débats, sur des hommes du genre Bozizé et autres qui ont foutu vraiment ce pays dans la merde totale. J'ai été le patron de Bozizé. C'est un homme avec qui a été mon collaborateur pendant des années. Je le connais. J'ai été l'un de ceux qui disaient à l'époque que ce serait un danger pour notre pays de laisser M. Bozizé arriver au pouvoir. Déjà chef d'état-major, il avait montré son incompétence à gérer l'armée. Et voyez-vous la situation dans laquelle, voyez-vous la situation dans laquelle il a mis notre armée. Aujourd'hui, nous sommes obligés de nous retourner vers la communauté internationale et notamment vers la France pour reconstruire notre armée. Et tant que nous n'aurons pas dans notre pays une armée véritablement républicaine, capable de défendre l'intégrité du territoire et de protéger nos populations, nous ne pouvons rien faire. Aujourd'hui, il faudrait que nous tirions profit de cette intervention française. Il ne faudrait pas que ce soit une intervention comme ça a été en 1979, où M. Mamba Tchaka et moi, nous dansions lorsque nous voyions les militaires français passer dans les rues de Bangui. C'était au moment de la chute de Bokassa. Donc, aujourd'hui, cette intervention doit être pluridisciplinaire et doit permettre à la République centrafricaine de repartir. Vraiment. Il faut qu'il y ait les conditions de dialogue entre Centrafricains et les conditions aussi d'une bonne gouvernance et les conditions de préparation d'élections crédibles et transparentes. Vincent Mamba Tchaka, la France ne peut que poursuivre elle aussi des buts politiques à travers cette intervention. Quels sont-ils, à votre avis? Que peuvent-ils être? Peuvent-ils être vertueux ou sont-ils forcément vicieux? La première, d'abord, c'est, j'entendais les politiques parler, la première, c'est qu'il faut que nous déclarions la caducité des accords de Libreville. Voilà. Que la franc-maçonnerie ne protège pas des gens qui ont failli. Voyez-vous, en 8 mois, on a donné tous les pouvoirs à Nicolas Tchangaï. En 8 mois, Tchangaï et son gouvernement, je l'ai dit, n'ont pas été capables d'anticiper sur ce qui se passait alors que c'était prévisible. Roland Marshall, qui allait à Bangui, ou de loin, que j'écoutais sur les antennes, alertait déjà l'opinion internationale et les Centrafricains sur le danger de ces massacres-là. On a instrumentalisé, on a amené des communautés
qui vivaient en symbiose à s'entre-déchirer. On a préparé psychologiquement les Centrafricains à s'entre-tuer. Donc, de ce point de vue, pour moi, aujourd'hui, la France, qui prend une responsabilité historique, quelles que soient les raisons, d'ordre humanitaire, mais aussi de par l'histoire et le passé, va être certainement la personne qui doit amener les Centrafricains. Et c'est là où c'est important, vous les politiques, quand je vous entends, arrêtez de penser à vos égaux. Et Roland Marchal a dit quelque chose d'extrêmement important. Et peut-être demain, le monde va célébrer Mandela. La paix, le message de la bonté et de la réconciliation entre les Centrafricains doit être le message que chaque politique, chaque leader d'opinion doit aujourd'hui adresser aux Centrafricains pour que le chrétien du quartier, le musulman qui lui vendait et qui tenait l'épicerie du coin ne continue pas à s'entre-déchirer. Bon, alors, à ce niveau-là, pour moi, c'est tout beau. Pour moi, mais comment on y arrive? Pour y arriver, c'est là où il faudrait que la France, dans cette intervention, dont les premières va être la sécurisation du pays, parce qu'il n'y a plus d'administration. Les autorités actuelles n'ont aucun contrôle sur l'aspect sécuritaire du pays. Il faut que ça soit connu. Vous aurez la parole, monsieur Madou. Deuxièmement, il faut que les partenaires de la République centrafricaine puissent tenir compte aussi, que cela soit peut-être utopique, de l'existence des institutions actuelles pour pouvoir, d'une manière collégiale, définir la suite de la transition. C'est-à-dire la suite de la transition, c'est les élections. C'est le retour. Mais pour ça, il faut... Pardon. Alors, comment cet ordre constitutionnel que vous appelez de vos voeux est-il à même d'être rétabli, compte tenu de ce qui se passe en ce moment, compte tenu de la présence d'une armée extérieure française, dont finalement... Force africaine également, qui est censée soutenir la force africaine, et dont les objectifs ne sont pas forcément tout à fait clairs. Qu'est-ce qu'on fait? Concrètement, qu'est-ce que vous attendez? De qui? Et qu'est-ce que vous attendez pour le rétablissement de cet ordre constitutionnel? La question, je pense qu'en y répondant, je la reformulerai ou je l'émietterai en plusieurs questionnements. La République centrafricaine n'est pas un État en sa forme aujourd'hui. Puisque j'ai entendu de mon compatriote Mamba Tchaka qu'il faudrait qu'on proclame, et ce que je m'associe, nous proclamons la caducité, Jean-Jacques de Mafout est tout à fait d'accord, des accords de Libreville. Puisque ces accords ont été signés extraterritorialité, hors du territoire centrafricain, pour qu'il ait une valeur juridique constitutionnelle, faille-t-il le soumettre à la volonté du premier pouvoir centrafricain, le peuple, par voie référendaire, ou le soumettre dans le temps à l'Assemblée, ce qui ne fut jamais fait, au regret de constater le pantalonnade des avocats, dont le Premier ministre. Aujourd'hui, on se retrouve dans un pays où il n'y a ni archives pour établir les actes de décès, les actes de naissance, l'état civil qui amène la carte d'identité et va faire la production de la carte d'électeur. Dans un pays de 4 500 000 habitants en désarroi. S'animalisons, vous avez, a dit Jean-Jacques de Mafout, plus de la moitié de la population qui s'est sauvageonnée, qui est rentrée dans la brousse. Il faut leur redonner confiance. Il faudrait sécuriser, redéfinir les chefs, les pouvoirs du chef, les capacités à assurer les villages, les postes de contrôle administratif, les sous-préfectures, les préfectures, et sécuriser maintenant la République en y construisant une armée qui aura mission et vocation de pérenniser les frontières de la Centrafrique, la gendarmerie qui amènera l'ordre à l'arrière-pays, la police. Il faudrait, je dirais, un travail titanesque. Oui, c'est ce que j'allais dire. Il est lyrique de dire qu'il aura les élections en 2015. J'ai entendu le président français, c'est vrai, quand on est assis dans un salon feutré,
coupé de la réalité indigène. C'est bien beau de le dire. Vous pensez que la Centrafrique, c'est le Mali. Le Mali, on avait des islamistes dans le nord, le Kida. C'était pas Bamako. Mais là, vous avez une destruction et une absence de confiance entre des Centrafricains. Qui est Centrafricain? Nous n'avons pas les éléments identifiant civilement le Centrafricain. On a bien compris. Monsieur, attendez, Roland Marchal, tout ça, c'est du boulot pour la France? C'est fait pour ça? En fait, le grand problème, si vous voulez, moi comme enseignant, depuis plus de 15 ans, j'essaie d'apprendre à mes étudiants qu'une opération internationale sans mandat politique, c'est un échec assuré. Vous lisez la résolution 2127, donc qui définit la présence militaire française en Centrafrique. Ce que vous voyez, c'est déjà une usine à gaz dans la répartition des responsabilités entre l'Union africaine et les Nations unies. Les Français sont totalement absents du volet politique, alors que du point de vue centrafricain, on le voit ici, ils sont le principal interlocuteur. Donc il y a un manque de réalisme et il y a aussi, je dirais, également des propos extrêmement convenus sur ce qu'il faut faire. Le DDR qu'on veut faire. Le DDR, c'est pas simplement la démobilisation des milices, c'est la création d'une nouvelle armée. Donc ça doit aller de pair. Alors si on le fait comme on le fait traditionnellement, c'est 3 ans, 4 ans. Bien avant, bien après les élections. Ce n'est pas possible. Donc il faudrait prendre des initiatives. Et là, ce qui est étonnant, si vous voulez, c'est à la fois la communauté internationale, mais aussi la classe politique centrafricaine, le Premier ministre, le Président, tous ceux que vous voulez, restent quand même relativement muets, regardent ce qui se passe sur leur port de télévision, alors qu'il faut agir. Et là, on est quand même un peu saisi. On voit les militaires français qui font le travail. C'est très bien, la population est contente. On peut respirer, nous aussi. On voit que les gens reprennent assurance. Mais il faut bien se dire, ça c'est vrai au Nord Mali, c'est vrai partout. C'était vrai en Somalie au début 1993 et après. Et le après, c'est les élections pour les Français. Mais est-ce qu'on peut organiser des élections quand le débat qui vient d'être mentionné n'a pas été porté réellement? Donc il faut avancer politiquement. Et il faut se dire que si on gagne cette intervention, on peut la gagner soit dans le temps court, dans les tout premiers mois, parce qu'effectivement, on a un agenda politique très clair, et hélas, pour l'instant, ça ne semble pas le cas, ou alors, ça va durer 2 ans, 3 ans, parce qu'on gagnera dans la durée. On va continuer à parler de Centrafrique avec Karim Yayaoui, qui nous a rejoint pour un œil sur les médias, et qui nous donne un aperçu de la manière dont cette intervention française, entre autres, est perçue, et surtout l'écho d'une situation, comme on l'a vu avec nos invités ce soir, extrêmement complexe. Alors, extrêmement complexe. Alors, on parle de ces opérations de désarmement des milices sur un certain nombre de sites d'information. Ici, c'est le Huffington Post, mais on parle aussi des scènes de vengeance qui sont décrites par un certain nombre de journalistes sur place qui relayent ces informations sur leur compte Twitter. Souvent, Adrien Jolme est reporter pour Le Figaro. Il évoque à Bangui la foule qui s'en prend à des musulmans juste après qu'ils aient été désarmés par des troupes françaises. Exactement, ou à peu près le même témoignage, celui de Nicolas Bertrand, qui lui est l'envoyé spécial de France Télévisions. Une foule de chrétiens était en train de lyncher 4 musulmans. Plusieurs coups de feu, les 2 camps s'éloignent. Et puis, même tonalité avec ce tweet d'Alex Thompson qui, lui, travaille pour Channel 4. Alors, ces opérations de désarmement, elles ont un certain succès puisque des caches d'armes ont été trouvées, des armes assez nombreuses. Ici, c'est François-Xavier Ménage qui publie cette photo sur Twitter en expliquant que c'est la première caverne d'Ali Baba interceptée par l'armée française du côté de Bangui. Reste que cette opération n'a pas fait taire toutes les tensions et toutes les inquiétudes. Du côté d'Europe 1, on donne la parole à chrétiens et musulmans qui sont, on a le sentiment, tout aussi terrorisés les uns que les autres. Alors on a le témoignage de Lucien qui raconte qu'à peine les Français étaient-ils arrivés, qu'il donnait un coup de fil à son frère qui avait trouvé refuge dans la brousse avec tous les dangers que ça peut comporter. Et puis d'un autre côté, on a le témoignage de Sayou qui raconte que sa famille a fui parce que les milices anti-musulmans, elles se sont enhardies avec l'arrivée de l'armée française. En tout cas, c'est comme ça qu'il le raconte. Et on a le sentiment que si, pour l'instant, cette opération semble, dans certains domaines, couronnée de succès, l'inquiétude et la tension restent largement présentes dans les rues de Bangui et au-delà, d'ailleurs, dans d'autres villes. Et alors, en France, la perception de cette intervention
et contraste avec la perception que l'opinion avait eue de l'intervention au Mali. Alors, il suffit de regarder quelques chiffres. Alors, les Français sont contre à 64% cette fois-ci, alors que pour le Mali, ils étaient pour à 65%. Les chiffres se sont quasiment inversés. Alors, d'après les sondeurs, il y a un phénomène de répétition. Le fait d'être allé au Mali, d'être presque allé en Syrie et cette fois-ci d'aller en Centrafrique, pour certains Français, ça donne le sentiment que la France se prend un petit peu pour le gendarme du monde. Et puis, il y a aussi des questions sur cette intervention. On s'aperçoit que la classe politique, dans l'ensemble, soutient François Hollande et sa décision d'intervenir en Centrafrique. Mais certains politiques, notamment Bruno Le Maire, dont on a le point de vue relayé sur le site d'Europe 1, se posent tout de même quelques questions qui sont partagées par quelques autres. Il explique « Je ne vois pas la dimension stratégique de cette intervention. Au Mali, on était parti combattre les islamistes. Pourquoi y sommes-nous allés cette fois ?» Et puis, il parle aussi de l'isolement de la France. Où sont les autres partenaires qui nous voient nous embarquer dans une opération militaire, mais qui n'y participent pas. Et puis, le site du Monde se fait l'écho des inquiétudes, ou plutôt des questionnements qui peuvent exister du côté de la Centrafrique, en nous rappelant que dans toutes les mémoires, il y a encore l'image de ces parachutistes qui sont intervenus en 1979 et qu'évidemment, un certain nombre de Centrafricains se demandent si ce n'est pas pour faire tomber le président, aussi fragile soit-il de toute manière. Mais en tout cas, on a relayé notamment cette phrase de François Hollande qu'il a prononcée il y a 2 jours, où il expliquait qu'un président qui n'avait pas pu... Et que nous avons utilisé ce exactement, soir. Qui n'avait pas pu faire face à la situation et qui avait même laissé faire, ne devait pas forcément rester au pouvoir. Alors justement, du côté de cet homme qui est directement concerné, Michel Djotodia, eh bien, on tente de se rassurer, de rassurer en expliquant que le soutien de Paris lui est acquis. Il a même ouvert un compte Twitter très rapidement. Je crois que c'était juste après cette déclaration de François Hollande qu'il utilise abondamment une 40aine de tweets en 2 jours où il se veut rassurant en expliquant qu'il ne cherchera pas à conserver le pouvoir, qu'il ne participera même pas à ces élections. Un compte Twitter qui a été créé à la hâte où il essaye évidemment de faire passer certains messages. Oui, messieurs, oui, merci. Oui. Merci d'avoir participé à ce débat. On est malheureusement pris par le temps. Vous savez que sur France 24, on ne lâche pas l'actualité centrafricaine, loin de là. Elle est au sommet de nos journaux et de nos débats. Merci, messieurs, d'avoir été là. Merci, Karim. Et quant à vous, excellente soirée ou excellente matinée, quel que soit votre fuseau horaire. Merci de votre attention et à très bientôt. Merci.